bonjour Inès, vous êtes à Kiev en direct là avec nous. Donc vous avez fait un article dans Réforme qui nous dit un peu, qui explique un petit peu les difficultés aujourd'hui de la population ukrainienne qui est lassée de cette guerre et vous avez décrit une situation un peu complexe où des gens hésitent, aujourd'hui sont un peu réticents à continuer cette guerre. Comment vous pouvez décrire l'ambiance? Quand on est à Kiev, qu'est-ce qu'on ressent comme ambiance? Alors, quand on est à Kiev, et particulièrement si c'est mon cas, on a été là au début de l'invasion. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais la première impression, c'est que la vie a l'air à peu près normale. Il y a des bars, des restaurants, des clubs qui fonctionnent. Il y a une vie sociale qui est assez active dans la capitale ukrainienne. Mais c'est le cas depuis que les Russes sont partis, hein. Il y a des gens qui sont revenus petit à petit. Et la vie sociale, la vie économique est revenue dans la capitale. Mais moi, je suis venue au début du mois de février et le jour de mon arrivée, il y a eu une frappe sur Kiev qui a été une frappe meurtrière. Il y a eu plusieurs morts. Donc, il y a cette espèce d'état de, OK, la vie continue, notamment au niveau de la jeunesse. On a le sentiment que les gens ont envie de profiter, de sortir. Et puis, il y a ces images du quotidien qui rappellent la guerre, des affiches de l'armée qui appellent notamment à se mobiliser pour l'armée. Il y a des affiches patriotiques un peu partout dans la capitale et de manière plus violente, des frappes qui tombent occasionnellement, des frappes russes qui tombent sur la ville et qui font parfois des morts, comme c'était le cas au début de ce mois. Et vous avez l'impression qu'il y a une vraie lassitude de la part de la population, qui en a marre de cette guerre, il y a moins cette idée de soutenir le pays, de sauver l'Ukraine. Est-ce que ça met en péril l'avenir du pays, vous pensez, ou ça n'a rien à voir? Alors, c'est un petit peu compliqué. Je crois que le péril imminent pour l'Ukraine, c'est le manque d'aide pardon, à l'international. Et, Oui, et je crois qu'il y a une grande déception enfin, c'est ce qu'on sent quand on parle aux Ukrainiens qui aimeraient que les Européens et surtout les Américains, parce qu'il s'agit oui. plus des Américains, fassent plus pour aider l'Ukraine. Et c'est ce qui bloque en ce moment, parce qu'il y a quand même une mobilisation assez forte dans la société ukrainienne, beaucoup d'efforts qui sont faits. Et malgré tout, l'aide n'est pas au rendez-vous. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup quand on parle aux Ukrainiens, qui nous disent, mais allez dire au président Macron qu'il nous faut plus d'armes, il nous faut plus d'aide financière. Bon, évidemment, nous, on est là pour écrire des articles, on leur explique qu'on n'a pas le téléphone privé de Direct. Macron, donc c'est un petit peu compliqué, mais voilà, il y a une partie ça, et je crois que c'est ce qui pose le plus de problèmes en Ukraine aujourd'hui, hein, au-delà des divisions que peut connaître pardon, la société. D'un autre côté, je ne crois pas qu'il y ait un manque de soutien vis-à-vis de l'effort de guerre en Ukraine, mais évidemment, il y a une fatigue qui est énorme aujourd'hui en Ukraine et qui se ressent. Il y a une sorte d'état de dépression collective au niveau de l'état de la santé mentale, psychologique de la société. C'est assez frappant quand on passe même que quelques jours ici. Les gens sont déprimés, les gens sont extrêmement fatigués. Ça fait 2 ans que ça dure et ils savent que la guerre est en train de s'installer durablement dans la société ukrainienne, puisqu'il y a ce front qui est en mouvement, hein, mais qui est quasi figé. Quasi stabilisé, Avec oui. Oui. comment? Qui est quasi stabilisé. Il y a une espèce de guerre de tranchées, quoi. Ouais. Voilà, guerre de tranchées, mais qui reste en mouvement parce qu'il y a énormément de pertes humaines, énormément de pertes Oui, bien matérielles sûr. aussi. Donc les gens comprennent évidemment qu'ils vont pas sortir de cette guerre d'ici quelques semaines ou quelques mois. Il n'y a pas du tout de conditions favorables pour des négociations et les Ukrainiens sont toujours très motivés à libérer les territoires occupés. Mais voilà, cette fatigue fait qu'on est dans un état où les gens veulent défendre l'Ukraine. Quand ils nous parlent, alors on fait face à des gens qui ont un discours très patriotique. Il y a plusieurs personnes avec lesquelles j'ai parlé à Kiev qui refusent maintenant de parler le russe, qui est considéré comme la langue de l'ennemi. Mm. Mais d'un autre côté, la lassitude traverse la société ukrainienne qui aimerait voilà, en finir Et- avec cette guerre une fois pour toutes. Donc, c'est des sentiments un peu contradictoires. mm. Et je crois que la majorité de la population est derrière
l'armée ukrainienne et derrière les forces armées. Mais on a des divisions qui apparaissent, je crois qu'elles sont naturelles. Moi, j'ai eu des difficultés un petit peu à préparer ce sujet parce qu'il y a certains fixeurs. Donc, les fixeurs, ce sont nos contacts locaux qui nous Mhm. aident à trouver les contacts, à traduire les interviews, voilà, à faire que les choses se passent plus rapidement et évidemment pour la traduction, parce que moi, je ne parle pas ukrainien, à nous aider. Et certains fixeurs ont refusé de travailler sur ce sujet. C'était la première fois que ça m'arrivait. Ils me disaient que ça risquait de donner une mauvaise image de l'Ukraine, si je montrais les divisions autour de la mobilisation. Donc, c'était un petit peu délicat. Il y a un soldat qui a refusé de répondre à mes questions. Mais finalement, on a travaillé, j'ai travaillé pardon, sur ce sujet avec une fixeuse qui a pas trop orienté comme il fallait. Au lieu de chercher des personnes qui refusaient d'être mobilisées, elle a cherché des personnes qui étaient mobilisées par la guerre à travers des activités de volontariat. Donc, c'était un petit peu délicat. Et j'ai dû trouver par moi-même des personnes qui refusaient d'être mobilisées ou qui n'étaient pas très Mhm. motivées. Donc, on voit qu'il y a un petit peu une gêne sur ce sujet parce que il y a des divisions qui sont en train de se dessiner. Moi, je dirais que les divisions, elles sont un petit peu de trois ordres. Je parle des hommes ukrainiens qui sont en âge d'être mobilisés. Donc, ce sont des hommes qui ont entre 27 et 60 ans. À l'heure actuelle, ce sont ces hommes qui peuvent être appelés pour l'armée. D'une partie, il y a des hommes qui continuent leurs activités normales. Je crois que c'est la plus grande proportion d'hommes mobilisables aujourd'hui en Ukraine et qui attendent d'être appelés sans être forcément motivés pour Oui, aller au front. on peut le comprendre. Mais est-ce que vous avez rencontré les gens, enfin moi j'ai lu un peu quelque chose comme ça, mais je pense que c'est pas forcément généralisé, des gens qui disent au bout, finalement, au bout du bout, est-ce qu'on peut pas laisser le Donbass, une partie qui a été conquise, est-ce qu'on n'aurait pas renoncé à, à la Crimée et puis qu'on soit en paix? Est-ce que ça va jusque-là, leur déprime, ou pas du tout? Moi, je l'ai pas entendu dans les discours des Ukrainiens. Je dis pas que c'est quelque chose qui n'existe pas, mais je crois pas que ce soit majoritaire chez les Ukrainiens aujourd'hui. Il y a une lassitude qui est très forte, mais de là à abandonner des territoires. En fait, le discours majoritaire en Ukraine, c'est le respect de la souveraineté ukrainienne dans les frontières Bien reconnues sûr. de l'Ukraine, et du coup qui inclut la Crimée et le Donbass. Après, qu'il y ait des divisions. Par exemple, il y a une partie des Ukrainiens qui considèrent que il y a une partie de la population du Donbass est peut-être pas assez patriote. Ça, c'est un autre débat. Euh, le Donbass, c'est une partie du Donbass qui est occupée par la Russie depuis plusieurs années, et du coup, Mm. il y a des chaînes russes qui véhiculent une propagande d'État parmi une partie de la population. Et ça, les Ukrainiens en ont conscience. Et c'est vrai qu'une partie de la population du Donbass qui est occupée par la Russie est imprégnée de la propagande russe. Euh, et, euh, mais de là à abandonner les territoires du Donbass et de la Crimée, je ne crois pas que ce soit quelque chose de majoritaire en Ukraine, mais je ne dis pas que ça n'existe pas. Mm. Et peut-être qu'avec la lassitude, c'est un discours On peut qui venir, va, ouais, qui peut se voilà, développer. qui va prendre en Ukraine, mais je ne crois pas que ce soit quelque chose de majoritaire. Pour l'instant, ce qui prime, c'est récupérer les territoires dans les frontières de l'Ukraine. La Dernier souveraineté point, je ukrainienne. ne vais pas le prendre trop longtemps. Est-ce que vous avez une impression par rapport aux églises, puisque nous sommes un journal chrétien, par rapport aux églises orthodoxes et autres, il y a aussi des églises protestantes évangéliques en Ukraine, est-ce que les églises participent à la mobilisation ou est-ce qu'elles se sentent moins concernées ou pas concernées par la guerre? Alors, est-ce qu'elle participe à la mobilisation? Moi, ce que j'avais vu depuis le début de la guerre, parce que j'avais fait plusieurs reportages dessus, Mm. c'était la mobilisation sur le plan humanitaire, d'une part, Oui, donc à destination purement humanitaire, à destination des civils, et la mobilisation, l'aide à destination de l'armée, qui étaient toutes deux très actives, qui ont toujours été actives. Donc, ça inclut la distribution de nourriture pour l'armée, de réchaud, de gilets pare-balles, de matériel en tout genre. Et l'Église a toujours été, mais toutes les églises confondues, et j'ai notamment rencontré des églises évangéliques qui sont très actives
en Ukraine qui font passer du matériel sur le front. Ça un petit peu diminué depuis, je dirais, depuis un peu plus d'un an. Je ne crois pas que c'est à cause d'une baisse dans la mobilisation ukrainienne qui est quand même toujours assez vive, mais c'est plus dû à une baisse dans l'aide internationale. On a une baisse assez forte des dons. J'avais déjà vu l'année dernière, j'étais à Odessa en juin et les centres de distribution d'aide, parce qu'à Odessa, il y a beaucoup de déplacés de guerre qui proviennent du Donbass, en provenant du Donbass et de Kherson. Les centres nous ont dit, bon, là, on est un petit peu dans le rouge parce il y a 2, 3 mois, on n'était pas sûr d'avoir un budget pour aider les personnes. Et on parle de milliers de déplacés, hein. Là, l'aide est revenue, mais la situation est toujours extrêmement tendue. Il y a des dons internationaux, mais les dons des particuliers ont baissé parce que l'émotion est beaucoup moins forte 2 ans après la guerre. Mais voilà, au niveau des églises, je crois que la mobilisation est toujours forte. Et hier soir, justement, je parlais avec un aumônier. Alors, je suis désolée, je me souviens plus exactement à quelle église il est rattaché, mais c'est un aumônier qui est évangélique de voilà, de ce que j'ai compris, qui va se rendre sur le front le 27 février et qui participe régulièrement à ces activités pour aider au niveau du moral. Alors, il en profite pour distribuer un petit peu du matériel qui provient de dons. Souvent, c'est des dons des Ukrainiens d'ailleurs, de moins en moins des internationaux. Et il apporte ce soutien moral aux soldats qui font pas trop la différence entre orthodoxes, catholiques, protestants, mais qui ont souvent besoin d'un soutien un petit peu moral, parce que, bah, évidemment, ces hommes, ils pensent à la mort, ils pensent à des questions, voilà, ou même perdre une jambe. Enfin, c'est des choses qui sont qui se posent beaucoup de questions en fait philosophiques vis-à-vis de leur rapport à la vie, à la mort, et le soutien des aumôniers qui est quand même assez fort, toutes religions confondues, reste assez actif en Ukraine. Vous avez dit d'ailleurs, vous avez proposé pour Réforme de faire un reportage avec les aumôniers. Donc, on espère avoir ça dans quelques temps et on donnera rendez-vous à nos lecteurs avec vous. En tout cas, merci beaucoup, Inès, pour ce témoignage, cette ambiance oui, qu'on imagine peut-être assez facilement, mais qu'on comprend mieux en vous écoutant. Bah, Merci merci à beaucoup vous. et à bientôt. Au À revoir. bientôt. Merci. Au revoir.